Il est exploitant agricole, il produit des légumes, il est affilié à la MAP du Biocage de Notre-Dame-du-Rocher. Il vient expliquer son fonctionnement et ses avantages pour les agriculteurs et les consommateurs. Émilien Pousset. Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature. Autre sujet de controverse lié à l'environnement, celui des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, à Bruxelles, les États membres se sont enfin accordés sur une définition de ces substances suspectes présentes, entre autres, dans certains pesticides. Une étape incontournable pour que l'UE puisse réglementer, voire bannir leur usage. Parmi les perturbateurs endocriniens jugés les plus dangereux, le glyphosate. Il est notamment présent dans l'herbicide Roundup, commercialisé par Monsanto. Le groupe américain aurait volontairement dissimulé la dangerosité de cette substance. Des malades atteints de cancer ont porté plainte. Reportage en Californie, Aviva Fried et Christelle Gemme. Là, c'est la Californie, mais bon, en Europe, voilà, ça c'est costaud. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a quelques mois, on a entendu parler qu'il y avait, on retrouvait des pesticides dans des serviettes hygiéniques qui ont causé quand même des cancers auprès des femmes. Moi, j'ai eu l'information sur certains sites il y a 3 ans, et on entend parler qu'il y a quelques mois. Voilà, toutes ces lois européennes qui sont faites, c'est pour ça on est très content que tu sois là, Émilien, parce que tu fais partie d'un domaine de l'agriculture qui nous touche tous, parce que mine de rien, on mange, tous, et tu as une démarche qui est saine, qui va dans la logique de l'environnement et de la nature. Et explique-nous où tu es, ce que vous faites, quelle est la différence entre ton travail au niveau de la terre et celui de ce qu'on appelle une agriculture dite normale. Et voilà. Ok. C'est possible. Donc, Emilia, donc j'ai 29 ans. Donc, moi, je me suis installé en 2016 à Notre-Dame-du-Rocher. Donc, je me suis associé avec un agriculteur, Johan Noël, donc à 10 ans de plus que moi, et qui, lui, en 2008, a repris la ferme laitière de ses parents, en conventionnel, comme on dit, et l'a transformée en ferme qui produit à la place du lait, du légume, de la viande et des céréales. Et lui, il a fait le choix d'aller directement vers le label bio à l'installation, dans des soucis de conscience écologique, voilà, toutes les raisons qui poussent à faire du bio. Donc nous, actuellement, on est sur une surface de 40 hectares, donc on fait un peu moins de 2 hectares de légumes, on fait du céréal, qui est vendu donc directement aux agriculteurs, on passe pas par une coopérative. Donc le blé, on le vendait à Donfront, à un moulin qui faisait de la farine, les farines de la touche. On produit de l'orge qui va à un élevage de cochons en bio sur Saint-Hilaire-du-Briouze. On a également un atelier de vaches allaitantes, donc des vaches pour la viande. Et donc on vend à une coopérative qui s'appelle Unebio, qui distribue de la viande bio sur le Grand Ouest. Et on fait également de la vente de viande de veau en colis, donc directement aux particuliers. Donc toute nos productions est vendue directement aux clients, donc soit le particulier ou soit un professionnel, type la Biocoop de Flers, la Biocoop de Falaise, etc. Donc nous on a choisi d'avoir un système un peu culture et élevage, parce que c'est le système ancestral où la terre nourrit l'animal, l'animal renourrit la terre par ses déjections, etc. Donc on arrive à un système fermé qui marche tout seul. Donc la culture des plantes, on va dire, il y a 2 grandes contraintes, c'est la mauvaise herbe,
qui gênent le développement de la croissance en puisant l'eau et les nutriments du sol. Elles gênent au niveau de la compétition à la lumière. Et donc il faut gérer aussi le problème des ravageurs. Donc on va dire en agriculture traditionnelle, la gestion de la mauvaise herbe elle se fait par un désherbant chimique. Donc il parlait du Roundup. Donc ça c'est un désherbant qu'on appelle sélectif. Donc lui il tue toutes les classes de plantes qui s'appellent monocotylédones, c'est-à-dire des monocotylédones. Et ensuite la gestion des ravageurs elle se fait par le biais de produits phytosanitaires. Donc il y avait le lasso, il y avait des grands noms de produits phytosanitaires, donc qui tuent tous les ravageurs. Donc c'est des produits non sélectifs. Enfin, ils sont sélectifs d'une grande classe d'insectes. Parlons-en. On appelle maintenant des produits phytosanitaires parce qu'on masque la réalité des choses. Ce sont des produits qui tuent l'environnement. Ce sont des insecticides, des pesticides, des herbicides et des fongicides. Voilà. Donc on tue tout ce qui dérange. Donc l'insecticide pour tuer le ravageur, le fongicide pour tuer la maladie issue d'un champignon. Voilà. Nous en bio, le label bio oblige à n'utiliser aucun de ces produits-là, aucun produit d'origine chimique. Donc Alors, excuse-moi, une question. Si demain un agriculteur voulait revenir à une culture bio, oui. il faudrait parce que les terres elles sont appauvries avec tous ces produits chimiques. Il faudrait qu'elles soient assainies pendant combien de temps cette terre-là? Alors le label oblige 3 ans minimum. D'accord. Donc quand on entre dans une démarche bio, on est parti pour 3 ans de conversion. C'est-à-dire que la première année de récolte, donc admettons un blé semé à l'automne, la première récolte il va être nommé C1, c'est-à-dire première année de conversion. Lui ne pourra pas être vendu dans le circuit agriculture biologique. Même s'il n'a reçu aucun intrant d'origine chimique, il est obligé d'être vendu dans le circuit traditionnel. La deuxième année, la récolte est appelée C2, c'est-à-dire elle ne peut pas être vendue dans le circuit biologique, mais elle peut être intégrée dans la ration des animaux de la ferme à hauteur d'un certain pourcentage. D'accord. Et ce n'est que à la troisième année, qu'on appelle C3, où là, la culture peut être vendue en bio. Alors une question, est-ce que vous êtes surveillé? Parce que je crois qu'au début que tu es rentré dans l'exploitation, tu as acheté de la terre et tu as dû l'assainir. C'est ça. Non, c'est ça. Alors l'assainir, quand on acquiert une nouvelle parcelle, si elle n'a jamais reçu de produits chimiques, donc l'ancien exploitant a juste besoin de faire une attestation sur l'honneur disant ça fait tant d'années que j'ai pas répandu de produits chimiques. Donc là, la terre passe directement en bio. D'accord. Mais s'il y a eu des cultures qui ont reçu des produits, là on part dans cette démarche de 3 ans. Et donc cette démarche, ce label agriculture biologique, est soumis à contrôle, qui est réalisé par un organisme certificateur. Donc sans faire de pub, on a EcoCert, on a Bureau Veritas, on a... Mais est-ce que vous avez est-ce que c'est testé, est-ce que la terre elle est testée comme on pourrait faire pour l'eau ou voilà pour Alors voir ça, si elle est saine? Ça c'est ce qu'on appelle les contrôles inopinés. Donc ça ce ne sont pas des contrôles réguliers qui sont faits. Nous on a juste des contrôles 2 fois à l'année où ils regardent si nos semences qu'on a achetées sont d'origine biologique, si certains produits autorisés pour les plantes, enfin certains produits qu'on utilise pour les plantes, des décoctions de prêle ou des choses comme ça sont... faut qu'il y ait la mention utilisable en agriculture biologique. Eux, ils vérifient, les 2 contrôles l'année, ils vérifient qu'on a bien utilisé des produits autorisés en agriculture biologique. Alors, j'ai vu sur un débat avec Natacha Polony, où j'ai adoré ce petit clin d'œil parce qu'à un moment donné, il voulait lui donner une leçon au niveau économique. Et elle a pris en exemple les bananes, qui, venues des Antilles, en fait, il y a une certaine réglementation avec, pour être biologique, banane bio, avoir 14 ou 15 produits qui sont interdits par l'Europe. Et par contre, quand ça vient d'un autre pays comme le Venezuela, étant donné que ce n'est pas la même législation, c'est autorisé en France. Voilà. Donc, moi j'en viens à ça, c'est par rapport à
à toutes ces questions dans les marchés. Que penses-tu de tous ces produits bio qui sont vendus? Parce que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent un produit parce qu'ils voient bio, ils le prennent. Est-ce que tu as des conseils à donner? Qu'est-ce qui pourrait indiquer à des gens, ah oui, c'est marqué bio, mais il y a ça dedans, donc c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient aiguiller, en fait? Non, il n'y a pas vraiment d'indice. On va dire que les produits bio, à l'échelle européenne, c'est la même législation. D'accord. Mais même si on pense que faire venir du bio de très loin, c'est antinomique, Ouais. c'est un non-sens. Mais par exemple, moi j'ai voulu acheter mon beurre en local. J'ai été voir à l'entreprise Fléchard à Saint-Hilaire-de-Brouilleuse. Donc il fait du beurre, entreprise locale, mais quand on regarde sur l'étiquette, on voit que le beurre il vient d'Europe de l'Est. Le lait provient d'Europe de l'Est pour faire le beurre. Ouais. Donc est-ce qu'on continue est-ce qu'on veut une agriculture française ou que française, mais qui achète à l'étranger? D'ailleurs, qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Quel mécanisme économique lui permet de faire ça, d'importer du lait de Pézauschnock pour le vendre sur le marché français pour augmenter sa marge? Enfin bref. Donc en fait, toi, par exemple, quand tu es au marché, on sait que tes produits, Ils sont bio. ils sont bio, ils sont locaux. Ouais. Ce qu'on te voit sur le marché, c'est à Tis que tu es. À Tis-de-l'Orne, ouais. À Tis-de-l'Orne, ouais. Donc on les voit bien, tes produits, ils sont bio. Mais après, sur le reste, quand il y a un emballage, on n'a aucune certitude en fait. On fait confiance au label. On fait confiance au label et on ne connaît pas la provenance de la matière première, même quelquefois, comme tu es en train d'expliquer, quoi. Oui, parce que qu'on soit bio ou conventionnel, ça dépend à qui on vend, quoi. Je sais pas comment on va dire ça, mais c'est vrai que le bio, il est toujours emballé. Ça, c'est des questions on va dire, de technique pour le magasin. Ouais. On va dire tous les magasins font du libre service sur les légumes. Donc pour que la caissière puisse bien faire la différence entre du traditionnel et du biologique, les bios sont emballés. Là, il n'y a pas de bio en vrac. Sauf dans les biocopes. D'accord. Sinon, le vrac, c'est du produit classique. Non, Et est-ce dans qu'on- certains magasins aussi bio, tu as du vrac. Il n'y a pas l'exclusivité. Oui, j'ai dit chez biocop, mais c'est Bien sûr. voilà, c'est pour citer une franchise, c'est sûr. Oui. D'accord, donc il y a plein de choses derrière. Est-ce qu'en étant juste malhonnête, quelqu'un comme toi qui est donc un producteur bio pourrait utiliser des produits non bio en les transformant? Gardons l'exemple du lait. Oui. Tu achètes du lait qui vient d'une exploitation non bio, mais comme tu utilises cette matière première et que tu fabriques du beurre, mettons, est-ce que tu serais aujourd'hui en droit de mettre bio sur le beurre que tu as fabriqué au motif que ton exploitation est bio? Non, parce que le lait n'est pas labellisé. La chaîne doit être entièrement Voilà, le but valide. du label, c'est d'assurer la traçabilité du produit. Non, mais tant mieux, c'est rassurant. Mais comme toute traçabilité, elle peut être, comme on voit avec la viande de cheval ou la viande avariée qui venait de... Ah bah après, oui, ça a un sens si les contrôles sont valides. Voilà. D'où l'intérêt d'acheter directement au producteur où Circuit court. on est plus à même de connaître la personne et de voir un peu son état d'esprit. Et... On en revient en fait toujours au même, quelque chose de plus sain et plus simple, mais toujours la proximité, quoi. Après, là où je trouve ça un peu dommage, c'est que nous, en tant que producteurs bio, on a un peu du mal à accéder aux magasins. On est obligé de vendre nous-mêmes nos produits. Dans le sens où il y a quand même énormément de magasins en place, des gens qui sont là du mardi au dimanche matin, et qui ne veulent pas nous prendre nos produits parce que la marge elle sera trop faible. Donc nous, on est obligé de rouvrir d'autres magasins pour vendre nos produits, de se remettre aux normes de magasins, etc. Il y a déjà tout est en place, la vente, les magasins sont installés, mais il faut que les... Donc en fait, le circuit n'est pas fait pour vous accueillir. Bah, ce qu'il y a, c'est que on est obligé de vendre nous-mêmes nos produits parce qu'on peut pas les vendre à des... Les gens veulent pas, les petites supérettes veulent pas nous prendre... À cause de la marge, c'est ça?
souvent un souci de marge, parce que ils ont tellement été habitués, les produits conventionnels, on va dire, ont quand même des coûts de production tellement bas. Parce que on va dire, chaque producteur est spécialisé, donc il a le matériel, il a le débouché. Donc pour vous donner un exemple, un oignon conventionnel, l'agriculteur va le vendre de 30 centimes du kilo. Nous, on va le vendre à hauteur de 60. Et c'est le véritable prix. Et c'est le véritable prix. Et au final, quand le client achète le produit, à combien il l'achète, il va l'acheter autour de 1,80 € ou 2 €, quoi. Donc le modèle, on va dire, conventionnel, il permet de produire énormément pour alimenter toute une chaîne. Alors, on va arrêter tout de suite, on ne va plus appeler ça conventionnel, on va dire artificiel. Ça, c'est le modèle artificiel actuel, et toi, c'est le modèle naturel. Voilà. D'accord? On est d'accord. Voilà. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est que l'Europe... Enfin, non. Il y a quand même une volonté d'agriculture biologique dans les écoles, le bio pour tous, etc. Oui, mais l'Europe ne paye pas, et la France non plus. J'entends qu'il y a des exploitants bio qui attendent depuis 4 ans leurs indemnités pour pouvoir survivre. C'est ça. Donc on étouffe le bio par l'argent. Exactement. Donc c'est l'emprise du pouvoir monétaire, c'est une dictature, la dictature de l'argent sur le vivant, que nous dénonçons collectivement. Oui, qui est représenté par... Voilà. Nous représentons le vivant, nous sommes là, nous nous réunissons, c'est parfait. Alors, il y a un truc que j'ai cru entendre parler, ça veut dire que les graines, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut de ces graines. Si. Donc, ah bon, on peut en faire. Il n'y a pas des graines qui sont recensées. Donc le commerce, c'est le commerce de semences qui est réglementé. D'accord. Quand quelqu'un veut vendre une semence, faut qu'il soit assuré qu'elle germe, que c'est pas un lot de graines pourries, donc il doit effectuer des tests de germination. Sur 100 graines semées, il y en a 90% qui germent. Faut qu'elle soit exempte de virus, de maladies, etc. Donc quand un producteur nous vend de la semence, lui nous certifie que c'est bien la variété qu'on a achetée, qu'il y a 30% de germination et qu'elle est exempte de tout ça. Mais est-ce que vous récupérez vos graines ou pas? Alors nous, on ne le fait pas, parce que le travail de semencier, c'est autre chose. Nous, quand on veut semer 1000 choux, faut qu'on soit sûr que nos 1000 graines de choux, elles vont germer. Parce que c'est des graines qu'on sème une par une. Nous, on veut s'assurer d'avoir une certaine qualité dans la graine. Donc, ça, ce sont des graines qui sont sélectionnées par le semencier et on est sûr de germer, elles sont sûres de germer, etc. Donc après, toutes ces variétés de semences vendues, elles sont inscrites à un catalogue officiel. Ce catalogue officiel, il est écrit par le CNIS, le Groupement National de l'Interprofession Semencière, et c'est lui qui donne les variétés qui sont autorisées à la vente. Voilà, on ne peut pas vendre n'importe quoi. Après, c'est un peu, il y a plein de petites d'associations d'entreprises qui vendent de la semence, mais qui, je sais pas si elles échappent un peu à... Si, on va dire qu'elles échappent. On a Germinance, Cocopelli, AgroSemences, ça sont des fournisseurs de semences. Et le CNIS, de plus en plus, c'est lui qui inscrit les nouvelles et les anciennes variétés. Donc les anciennes variétés, c'est ce qu'on appelle les variétés de population, c'est-à-dire des variétés qui se ressèment naturellement. C'est-à-dire que si on récupère la graine, on la ressème, on va obtenir la même graine. Et maintenant, le CNIS favorise ce qu'on appelle les graines hybrides F1. Donc un hybride F1, c'est une variété qui a été sélectionnée, mais c'est une variété qui ne marche qu'une seule fois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a sélectionné un parent mère pur, un parent père pur également, et quand on croise, la première génération de ce croisement donne ce qu'on appelle un super hybride, qui par effet de combinaison génétique donne un effet hétérosys, qui fait que cette plante-là a un super potentiel. Mais si on ressème cette graine-là, on va retrouver un petit peu du père, un petit peu de la mère, et un petit peu de ce fameux hybride. On ne retrouve pas la variété hybride. Mais ce n'est pas la plante d'origine. On ne retrouve pas la caractéristique de l'hybride. Cet hybride-là ne marche qu'une seule saison. Elle ne marche qu'une seule saison.
On peut la ressemer, mais on ne réobtiendra pas... Il n'y a pas une histoire avec un pays africain qui ils ont foutu Monsanto dehors et que du coup ils ont repris une culture ancestrale et que maintenant ils recultivent avec leurs semences en fait, qu'ils arrivent à renouveler parce qu'ils avaient perdu justement ce rythme-là. C'est ça, parce que les plantes qui sont sélectionnées, les hybrides F1, une plante, elle a un patrimoine génétique qui est défini. On ne peut pas ramener d'autres gènes dans la plante. À chaque fois, c'est un réarrangement de l'ADN qui fait qu'on obtient de nouvelles potentialités, mais au détriment de d'autres. Émilien, on reparlera de ça parce que la roulette génétique, c'est un problème majeur. Parce que les travaux qui sont effectués sur le vivant, en trafiquant, disons, l'ADN, nous amènent quantité de maladies puisque notre propre système génétique ne reconnaît pas ce que la nature n'a pas produit. Et ce qui implique donc toutes les maladies, une grande partie des maladies modernes, actuelles, à savoir les intolérances et tout le tintouin qui va avec, les problèmes au niveau donc des intestins, les porosités de l'intestin et tout ce qui s'ensuit. C'est le professeur Jeffrey Smith dans la roulette génétique en 2012 qui a démontré cela de façon magistrale. Voilà. Donc quand on mange un organisme vivant, on ingère le vivant et ça reste vivant dans le ventre. Donc ça continue de... Mais c'est quand même une prise de conscience qui est récente, tout ça. On s'est fait enfumer par des scientifiques peu scrupuleux, je suis sûr, non, mais qui fonctionnent uniquement grâce aux subventions des lobbies, au détriment de notre santé et de la vie sur Terre. Chers amis, nous avons détruit dans l'espace de l'industrialisation 64% de la vie sur Terre. Il est temps qu'on se réveille. C'est clair. Ben, Émilien, as-tu quelque chose à rajouter? Voudrais-tu parler de quelque chose? Parce que on pourrait parler de sujets, une fois de plus, très vastes. On devrait faire des débats, en fait, et des tables qui durent une journée. Mais as-tu envie de parler de quelque chose en particulier? On avait évoqué la MAP. Ah, alors la MAP. Alors, qu'est-ce qu'une AMAP? Qu'est-ce qu'une AMAP? Alors, une AMAP, littéralement, c'est Association pour le maintien d'une agriculture de proximité. Donc ça a été créé dans les années 2000, on va dire 2001, je crois. Donc c'est des groupes de personnes qui ont envie de consommer un peu plus près de chez eux, auprès d'agriculteurs qu'ils ont envie de voir travailler, qu'ils ont envie de voir leur campagne continuer à vivre, tout en mangeant des produits locaux. Donc la MAP, c'est une association qui, comme je l'ai dit, recherche des partenaires pour obtenir des produits de première nécessité, comme donc c'est les légumes qui sont le plus couramment cités sous la forme de la vente de panier. Donc pour nous par exemple, donc nous c'est la MAP du Biocage qu'on fournit en légumes, donc on propose des paniers toutes les semaines de 7, 10 ou 15 euros. Donc ça va venir chercher toutes les semaines. Les gens règlent en début de mois la totalité des paniers pour le mois qui court. Et donc en échange, ils ont une permanence à faire le mercredi pour venir préparer les paniers de tout le monde. Donc c'est une association où admettons si on a 20 paniers de légumes, nous, en tant que producteurs, on amène les légumes pour tout le monde. Et c'est les adhérents qui préparent à tour de rôle les paniers pour tout le monde. D'accord. Et qui peut être adhérent à l'association? Toute personne voulant continuer la démarche. Bravo. Merci. Ben écoute, Voilà. Émilien, merci beaucoup. Pas de souci. Donc, la MAP du Biocage? AMAP du Biocage, à Notre-Dame-du-Rocher. Voilà. Ok. Donc, tous les mercredis après-midi, de 15h à 19h. D'accord. Et sinon, on peut te retrouver où? Le mardi matin au marché d'Athis-de-l'Orme. D'accord. Et le mercredi après-midi, en même temps que la MAP du Biocage, on a une vente à la ferme. Donc il y a également un boulanger des îles Bardel, Jocelyn Péché, qui vient livrer son pain. Il y a du fromage de chèvre, de la fréno sauvage. De la farine de Donfront. Vous pouvez acheter plein de choses en direct du producteur. Ben écoute, c'est Voilà. super. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bon. Je passe la main.